Chers maîtres, chers amis, chers collègues, on m'a chargé de vous parler un peu de la fameuse hypertrophie bénigne de la prostate sur le plan diagnostique et thérapeutique. Et je vais commencer par définir cette pathologie. En fait, l'HBP, c'est plutôt l'hypertrophie bénigne de la prostate. Beaucoup de nous confusent dans la définition. Beaucoup de gens pensent que c'est une hyperplasie, mais la vraie définition, c'est une hypertrophie bénigne de la prostate. L'hyperplasie, ça reste une définition histologique. C'est une pathologie assez fréquente. D'ailleurs, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente chez l'homme. Et elle représente la troisième maladie en termes de dépenses de santé dans les pays développés, ce qui représente des enjeux économiques assez importants et ce qui la rend une pathologie avec un problème de santé publique. Donc, c'est une pathologie bénigne, certes, mais elle peut être grave par ses complications. Il faut rappeler que l'HBP peut aller jusqu'à, et peut engendrer, dans ces dernières phases, peut engendrer une insuffisance rénale terminale. C'est pourquoi les sociétés savantes dans le monde d'urologie, bien évidemment, ont établi des guidelines afin d'insister sur l'importance de standardisation de la prise en charge, aussi bien sur le plan diagnostique que thérapeutique. Et voici les différents documents sur lesquels je me suis basé dans la préparation de cette présentation. Donc, on revient vers l'HBP. En fait, c'est une entité clinique qui correspond à l'intrication de deux composantes principales, composante fonctionnelle et composante mécanique. La première composante, c'est l'obstruction sous-vésicale. C'est dû à l'hypertonie des récepteurs ou bien la stimulation des récepteurs alpha au niveau de l'urètre prostatique, au niveau de la capsule prostatique. Et deuxièmement, l'augmentation du volume prostatique, comme dit la définition, l'hypertrophie prostatique. Ceci pourrait être responsable de symptômes du bas appareil urinaire. Mais chose importante, euh, c'est pas tout symptôme du bas appareil urinaire égal à HBP. Et ça, c'est le premier message à passer. En fait, les symptômes du bas appareil urinaire ne sont pas spécifiques de l'HBP. Et là, je vous montre cette figure que j'aime trop et qui vraiment résume tout ce que je viens de dire. Comme vous voyez, le symptôme du bas appareil urinaire peut être causé par des multitudes de diagnostics, entre autres l'HBP, il y a les calculs urtères distales, les tumeurs vésicales, les corps étrangers, les infections urinaires, les vessies neurologiques, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça, la hantise, c'était toujours comment rapporter les symptômes du bas appareil urinaire à l'HBP. Sinon, sur le plan clinique, l'HBP peut être découverte dans plusieurs circonstances, telles que la découverte fortuite lors d'un toucher rectal ou d'une imagerie faite pour autre cause, mais surtout, on voit nos patients dans le cadre d'une HBP symptomatique ou bien compliquée. Concernant la symptomatologie, je vais insister sur une nouvelle terminologie. Auparavant, on disait, on appelait les signes urinaires les troubles urinaires du bas appareil urinaire, mais actuellement, la nouvelle nomenclature dit que ce sont plutôt des symptômes du bas appareil urinaire, et en anglais, c'est low urinary tract symptoms. Donc, pour la symptomatologie, il existe en fait deux types de symptômes et se relient à chaque phase de la miction. Tout d'abord, les symptômes de la phase de vidange, auparavant dit obstructive, et les symptômes du bas appareil urinaire de la phase de remplissage, auparavant appelé irritatif. Donc, je vous rappelle rapidement les symptômes de la phase de vidange, c'est le retard de démarrage, la dysurie, la difficulté d'uriner, le jet faible interrompu, les poussées abdominales pour pouvoir vider la vessie et les gouttes retardataires. Et puis, les symptômes de la phase de remplissage, principalement la polachyurie, qu'elle soit diurne ou nocturne, la nicturie, les agenturies, ce sont les besoins impérieux d'uriner, et les brûlures mictionnelles. Deuxième message clé à transmettre, c'est le fait qu'aucun parallélisme n'existe entre la taille de la prostate et le retentissement organique ou bien fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire même une prostate de 30 grammes peut être très gênante, voire même compliquée, et on peut parfois avoir des prostates avec une taille de 100 à 150 grammes qui est complètement asymptomatique et ne gêne pas le patient. Donc, aucun parallélisme entre la taille de la prostate et le retentissement clinique.
Sinon, rapidement, pour les complications, la rétention aiguë d'urine à répétition, bien évidemment, ça suffit pas à un seul épisode. Les rétentions vésicales chroniques, c'est le deuxième, ça c'est la phase c'est la phase décompensée de l'HBP. Et puis la distension urinaire avec ou sans insuffisance rénale, et puis l'hématurie, les infections urinaires, les lithiases vésicales et les diverticules vésicaux. Donc, on entre actuellement dans notre objectif et on va voir rapidement l'exploration diagnostique. En fait, en matière d'HBP, les différentes sociétés savantes ont bien établi les recommandations qui recommandent un bilan de première intention qui est le bilan initial dans l'HBP, qui peut être obligatoire et parfois quelques examens optionnels. Ce bilan comporte un bilan clinique et paraclinique et on va commencer par le bilan clinique et l'interrogatoire qui doit être minutieux. L'interrogatoire, c'est une partie intégrante dans l'examen clinique. Il faut tout d'abord rechercher les comorbidités, bien évidemment le diabète, les neuropathies, etc. Et puis, il faut voir et vérifier la médication du patient parce que il y a beaucoup de médicaments tels que les anticholinergiques ou bien les neuroleptiques, par exemple, peuvent interférer avec le système, avec l'appareil vésico-sphinctérien, les habitudes de vie tels que le tabac, bien évidemment, et surtout, les antécédents urologiques. Et puis, il existe en fait un auto-questionnaire qui est l'IPSS, l'International Prosthetic Symptom Score. C'est un score très intéressant et recommandé actuellement devant toute HBP. Ça permet d'évaluer la sévérité des symptômes ainsi que le retentissement de la qualité de vie. Là, c'est un auto-questionnaire en fait composé de 7 questions, chaque question cotée de 0 à 5. Il existe même une version arabe et on va estimer et évaluer les sévérités des symptômes selon le score. Cette question, c'est pour la qualité de vie. Ensuite, évaluation de la sexualité. Ça, c'est une chose très importante. Il a été bien établi il y a plusieurs années une corrélation étroite entre l'HBP et la présence de dysfonction érectile. C'est pourquoi qu'il faut évaluer la sexualité chez tout patient qui se présente pour une HBP à travers le score dont a parlé Dr Gazer, le score EEF5. Pourquoi? Quel est le rapport entre l'HBP et la sexualité? En fait, l'HBP peut altérer la sexualité en altérant la qualité de vie. Ça va modifier la perception de soi et de son corps. Ça va diminuer l'estime de soi avec parfois des troubles de l'humeur, ce qui va induire probablement une baisse du désir, ce qui pourrait être responsable d'une dysfonction érectile. Et la dysfonction sexuelle la plus fréquente, c'est de loin la dysfonction érectile. Comme vous savez, l'HBP, c'est principalement lié à l'âge. Il a été établi également, il a été démontré que la dysfonction érectile également augmente de façon progressive avec l'âge également, comme vous voyez ici. Donc, la dysfonction érectile va jusqu'à 20% chez les patients entre 50 et 59 ans. Elle peut être elle dépasse le 1 tiers dans l'âge, dans la tranche d'âge entre 60 et 69 ans, et elle dépasse les 50% au-delà de 70 ans. Et puis, pour l'examen physique, ça doit être complet, bien évidemment, mais on va insister surtout sur le toucher rectal. Le toucher rectal, ça nous permet tout d'abord d'évaluer le volume et la taille de la prostate, et puis les caractéristiques de cette hypertrophie. Donc, on va trouver une prostate augmentée de taille, une prostate lisse, à surface régulière et surtout l'absence l'absence du sillon médian qu'on trouve dans une prostate non hypertrophiée. Et l'intérêt principal pour le toucher rectal, c'est de ne pas passer à côté d'un cancer de la prostate. Sinon, le reste de l'examen physique, c'est surtout la palpation abdominale à la recherche d'un globe vésical ou bien d'une hernie inguinale. Il faut examiner les organes génitaux externes. Faut faire un examen neurologique périnéal et il n'y a pas mieux que regarder parfois le patient uriner. Et puis, la bandelette urinaire, c'est recommandé selon les différentes sociétés savantes à la recherche de leucocytes ou bien des hématies dans les urines.
Et puis, le calendrier mixionnel, ça va permettre d'objectiver toute polyarchéurie, ça pourrait nous donner une idée sur la capacité vésicale et ça pourrait objectiver des fuites urinaires si elles existent. On passe maintenant au bilan paraclinique. Surtout, c'est la mesure du résidu post-mictionnaire. C'est une mesure échographique que se fait avant et après miction et ça va nous donner une idée sur la vidange, la qualité de vidange vésicale. Chose importante aussi, la débimétrie urinaire. C'est c'est le fait de mesurer le volume urinaire en fonction du temps. C'est une sorte de bocal comme vous voyez ici, qui est branché à à un appareil dans lequel le patient va uriner dans ce bocal et on aura les résultats surtracés. Le dosage de PSA, bien sûr, mais c'est pas systématique, sauf si l'espérance de vie est supérieure à 10 ans et sauf si ça va changer la prise en charge. Mais en matière d'HBP, il n'y a pas il y a pas d'indication à faire le PSA, sauf dans certains cas qu'on va voir ultérieurement. Et puis, l'évaluation de la fonction rénale, mais ça fait partie surtout du bilan préopératoire. Sinon, pour le bilan de deuxième intention, il n'y a pas grand chose, mais c'est surtout l'échographie rénale et vésico-prostatique. Ça fait partie du bilan préopératoire. Une étude aérodynamique, c'est une étude fonctionnelle de la phase de vidange et de la phase de remplissage surtout. Et la fibroscopie vésicale, surtout pour éliminer une tumeur urothéliale, surtout chez des patients à risque d'avoir une tumeur urothéliale. Donc, si on résume tout ça, ce tableau va faire l'affaire. En fait, dans le bilan initial, il est recommandé systématiquement de pratiquer un toucher rectal, une bandelette urinaire, les scores symptomatiques et PSS. Il faut évaluer la sexualité par le score IEF5. Il faut pratiquer une débimétrie et mesurer le résidu post-mictionnel. Sinon, tout le reste, c'est optionnel. Et dans le cadre du bilan préopératoire, s'ajoute à ces examens le dosage de PSA, c'est systématique avant que le patient soit opéré, le dosage ou bien évaluation de la fonction rénale et puis l'échographie de l'appareil urinaire. Et là, je vous montre l'algorithme décisionnel selon les différentes sociétés savantes. Ça, c'est selon l'Association européenne d'urologie et ça, selon l'Association américaine. On vient maintenant à la prise en charge thérapeutique. Il existe en fait trois principaux volets qui sont le traitement conservateur, le traitement médical et le traitement chirurgical. Et on va commencer par le traitement conservateur. Quand est-ce qu'on indique le traitement conservateur? Si c'est en cas d'une hypertrophie prostatique non compliquée responsable d'une gêne peu importante. Donc, c'est-à-dire un score de PSS entre 0 et 7. Il s'agit en fait, ça consiste en fait à l'abstention surveillance à travers des conseils hygiéno-diététiques. On va expliquer bien sûr au patient on va lui éduquer sur l'HBP, on va lui parler de l'histoire naturelle et l'éventualité de potentielles complications. Sinon, pour les conseils hygiéno-diététiques, comme vous voyez ici, on va encourager le patient à faire du sport, à perdre du poids. Il faut encourager à avoir un bon régime alimentaire riche en fibres principalement, équilibrer le diabète, et puis faut avoir un transit intestinal régulier. Malgré toutes ces mesures, 30% des patients, près d'un tiers des patients nécessiteront un traitement médical. Donc, pour le traitement médical, quand est-ce qu'il est indiqué? Il est indiqué en fait devant toute HBP non compliquée et responsable d'une gêne modérée à sévère ou bien avec ou sans un retentissement sur la qualité de vie. Donc, il existe plusieurs moyens que vous savez tous, les alpha-bloquants, les anticholinergiques, la phytothérapie, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, les inhibiteurs de la 5, de la phosphodiesterase type 5 et les associations thérapeutiques. On commence par les alpha-bloquants.
Les alpha-bloquants sont le traitement de loin les plus utilisés. Puisqu'ils agissent sur la composante dynamique fonctionnelle de l'obstruction. Ça va bloquer les récepteurs alpha au niveau de l'urètre prostatique et au niveau de la capsule prostatique, ce qui va relâcher le muscle lisse et soulager le patient. Mais ça ne modifie pas le poids de la prostate, ça n'a pas d'action sur le poids de la prostate et n'interfère pas avec le taux de PSA. Donc, ils sont efficaces sur les symptômes du bas appareil urinaire, aussi bien de la phase mixtionnelle que de la phase de remplissage. Leur action est rapide, mais l'action maximale, c'est au bout de 3 mois. C'est pour ça qu'on recommande de prescrire le traitement médical pendant une durée minimale de 3 mois. Qu'en est-il en Tunisie? En fait, je pense que vous savez tous la disponibilité des différents alpha-bloquants. Il y a des dizaines d'alpha-bloquants commercialisés ici, mais juste, je voulais vous insister sur le fait qu'il existe des alpha-bloquants non neurosélectifs et des alpha-bloquants eurosélectifs. Les non neurosélectifs, c'est l'alphysosine et la doxazosine, et les eurosélectifs, c'est la tamsulosine et la silodosine. Quelle est la différence? En fait, la différence, c'est surtout les effets indésirables. En fait, aucune étude d'équivalence n'a jamais été menée entre ces molécules. L'activité est proche entre les différentes molécules, mais ça se différencie surtout par leur forme galénique et leur mode de prescription, ce qui va diminuer les effets indésirables. Concernant les effets indésirables, c'est surtout cardiovasculaire avec les céphalées, la tachycardie, les vertiges, ainsi que l'hypotension orthostatique pour les alpha-bloquants non neurosélectifs. Sinon, l'éjaculation, ou surtout l'éjaculation rétrograde, qui est vue principalement avec les alpha-bloquants urosélectifs. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, il existe deux molécules commercialisées, la finastéride et la dutastéride. Leur mécanisme d'action est très simple. Quand vous voyez dans cette figure, la prolifération en fait de tissu prostatique est favorisée par la DHT, la dihydrotestostérone. Cette dihydrotestostérone est transformée à partir de la testostérone au niveau de la prostate par une enzyme qu'on appelle la 5-alpha réductase. Donc, de cette façon, si on bloque cette 5-alpha réductase, on va bloquer la transformation de la dihydrotestostérone, ce qui va diminuer la prolifération du tissu prostatique. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est la réduction du volume de la prostate. Ça va améliorer les signes urinaires après 6 mois de traitement. Donc, pour les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, la durée est beaucoup plus prolongée par rapport aux autres molécules. La diminution du risque de retention aiguë d'urine et la diminution de recours à la chirurgie et surtout la diminution du taux de PSA total. C'est pour ça, avant prescription des inhibiteurs de 5-alpha réductase, il faut toujours avoir un taux de PSA à référence. Donc, sinon, pour les effets indésirables, c'est surtout sexuel, c'est la baisse de désir, la dysfonction érectile et la gynécomastie. On passe maintenant à la phytothérapie. En fait, c'est un traitement à base d'extraits de plantes. Il existe deux composés principaux, qui est la céré noire épince et le Pygium africanum. La céré noire épince est présente dans une plante qu'on sait tous ici en Tunisie, mais ça n'a pas été exploré, bien sûr. C'est le horiqa, si vous la connaissez. Sinon, le mode d'action, c'est l'effet décongestionnant, l'effet anti-œdémateux, mais surtout, ce qui a été démontré, c'est l'effet antiprolifératif d'une part, l'effet anti-inflammatoire et puis l'effet anti-androgénique. Plusieurs études ont étudié et évalué l'efficacité de la phytothérapie. Et ben, c'était efficace en améliorant le Qmax. Le Qmax, c'est un critère dans la débimétrie, c'est le débit maximum, débit urinaire maximum. Donc, la phytothérapie améliore le débit urinaire de 2 millilitres par seconde. Ça réduit les signes irritatifs et ça réduit par conséquence le score EPSS de 5 points. Qu'en est-il des anticholinergiques? Les anticholinergiques, comme son nom l'indique, c'est une action anticholinergique. Ça va inhiber les contractions des détrusors en cas d'une hyperactivité vésicale qui est responsable des signes de la phase de remplissage. Donc, ces anticholinergiques seront efficaces sur les symptômes du bas appareil urinaire, surtout de la phase de remplissage.
Les effets secondaires sont multiples, mais ce sont pas très fréquents. Mais surtout, ce qu'on voit très fréquemment, c'est la sécheresse buccale qui pourrait être une cause d'arrêt du traitement. Sinon, pour les contre-indications, les anticholinergiques sont déconseillés ou bien contre-indiqués en cas de glaucome à angle fermé et en cas de détérioration intellectuelle. Le risque est toujours, c'est la rétention urinaire, mais elle est faible avec les anticholinergiques. Mais il faut faire attention. Elle est déconseillée en cas d'une dysurie franche, c'est-à-dire un débit maximum inférieur à 10 millilitres par seconde, en cas d'existence d'un lobe médian très saillant, comme vous voyez sur cette image, et en cas de résidus post-mictionnels significatifs, c'est-à-dire au-delà de 150 millilitres. On passe maintenant aux EPDE 5. Je vais pas trop tarder là-dessus parce que Dr Gazer en a parlé, mais je vais insister sur le fait que la prise journalière de tadalafil 5 mg a prouvé son efficacité aussi bien sur la fonction érectile que sur les symptômes du bas appareil urinaire. Et ça fait plusieurs années que plusieurs méta-analyses ont été menées afin d'évaluer cette efficacité. En fait, ça avait un impact significatif sur les symptômes du bas appareil urinaire, les NHBP, indépendamment de la présence ou non d'une dysfonction érectile associée. Cependant, il faut rappeler les contre-indications de ces épidémies 5 qui est la prise concomitante des dérivés nitriques qui pourrait être une cause d'une hypotension artérielle majeure. Pour les associations maintenant, plusieurs associations existent, telles que les traitements alpha-bloquants avec les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Et là, l'étude Combat a évalué cette association. Ils ont comparé entre trois bras. Le premier bras, c'est la dutastéride en monothérapie contre la tamsulosine en monothérapie versus la combinaison des deux. Et les résultats, c'était promoteur. En fait, l'association que vous voyez en orangé ici, ça diminue le score EPSS et ça augmente le débit maximum. Pour les alpha-bloquants et les anticholinergiques, donc, leur bénéfice a été prouvé en termes surtout de symptômes du bas appareil urinaire, de la phase de remplissage et le risque de réduction de Qmax ainsi que de rétention aiguë d'urine était minime dans ces études. Sur le plan pratique maintenant, il y a une multitude de médicaments, une multitude de molécules. Donc, qu'est-ce qu'on va prescrire? Pour quel patient? Est-ce que on encourage la monothérapie ou bien les thérapies associées? Et là, les recommandations ici sont très claires et nettes. Les alpha-bloquants peuvent être prescrits devant tout symptôme de bas appareil urinaire modéré ou sévère. Les EPDE 5 également, avec ou sans dysfonction érectile. Pour l'association alpha-bloquant inhibiteur 5-alpha réductase, c'est surtout devant une HBP avec des symptômes du bas appareil urinaire modérés ou sévères, avec risque de progression de la maladie, c'est-à-dire une grosse prostate au-delà de 40 grammes. Pour l'association alpha-bloquant anticholinergique, en cas de symptômes du bas appareil urinaire de la phase de remplissage majoritaire, dans tous les cas, tous les patients doivent être informés sur les effets indésirables potentiels liés au traitement. C'est pour ça qu'il faut choisir le traitement le plus approprié à notre patient. Donc, voici l'algorithme décisionnel sur le plan prise en charge de l'association européenne et l'association américaine. Et on vient finalement au traitement chirurgical. Le traitement chirurgical est indiqué dans deux situations. C'est tout d'abord toute hypertrophie prostatique non compliquée, mais après échec du traitement médical, et bien évidemment devant toute HBP compliquée. Mais le traitement chirurgical dépend principalement de la taille de la prostate, dépend des antécédents du profil de terrain du patient. Ça dépend également des préférences du patient et bien évidemment de l'expérience du chirurgien et du plateau technique disponible. Donc, plusieurs alternatives existent. Il y a le traitement endoscopique, le traitement chirurgical et les nouvelles techniques ablatives et non ablatives.
et on va les détailler rapidement une à une. On va commencer par le traitement endoscopique et par l'incision cervico-prostatique. En fait, ça consiste à inciser la loge prostatique, que ce soit une incision médiane ou bien uni ou bilatérale. Ses avantages, c'est un temps opératoire assez réduit, moins de saignement, moins de séjours hospitaliers et moins de complications de troubles sur le trouble de l'éjaculation. Les résultats étaient promoteurs. En fait, ça augmente le débit maximum jusqu'à 70%, mais les résultats sont équivalents à la résection transurétrale de la prostate pour les petites prostates. La principale limite reste le risque élevé de réintervention. C'est vrai que ces résultats étaient promoteurs, mais c'était pas durable dans le temps, donc il avait beaucoup de risques de réintervention. Sinon, cette incision est indiquée en cas de petite prostate, moins de 30 grammes, responsable de symptômes de bas appareil urinaire modérés à sévères, bien sûr sans lobe médian et avec désir de conservation de l'éjaculation, surtout chez les patients jeunes. Donc, schématiquement, rapidement, on utilise ce matériel quand on introduit par voie transurétrale. On va faire cette incision de part et d'autre pour aboutir finalement à cette image. C'est en fait d'avoir une bonne lumière prostatique. La deuxième modalité, c'est la résection transurétrale de la prostate au courant monopolaire. Ça consiste à réséquer le tissu prostatique jusqu'à obtenir une bonne lumière. On utilise le courant monopolaire et le liquide d'irrigation, c'est le glucocol ou bien l'eau de robinet qui est un liquide hypotonique qui ne transmet pas le courant. Donc, voici. Cette résection, c'est la technique de référence en cas de prostate entre 30 et 80 grammes et ces résultats étaient beaucoup meilleurs que l'incision. En fait, ça augmente, ça améliore le Qmax, ça diminue le score PSS, ça diminue le résidu post-muctionnel et surtout, son effet est très durable qui peut aller jusqu'à 22 ans et le taux de retraitement reste faible. Donc, d'une façon schématique, voilà, à travers la voie transurétrale, on introduit ce résectoscope. Donc, voici, on résecte petit à petit pour aboutir finalement à cette bonne lumière et on va adresser bien évidemment les copeaux de résection pour examen en APAT. Sinon, pour les complications, c'est une intervention pas trop morbide avec un taux de mortalité moins de 0,1%. La hantise, c'est le syndrome de résorption, c'est le TURP syndrome si vous le connaissez, c'est le fait de passage de liquide d'irrigation dans la circulation sanguine qui pourrait être responsable de complications métaboliques sévères. Sinon, en post-opératoire, les complications sont mineures, mais surtout, le problème reste toujours l'éjaculation rétrograde qui se voit dans plus que 2 tiers des patients. C'est pour ça qu'on a inventé, en fait, pour éviter le risque de TURP syndrome et pour avoir moins de complications hémorragiques, on va inventer cette intervention, c'est la résection au courant bipolaire. Ses avantages, c'est surtout le fait que le liquide d'irrigation, c'est le sérum physiologique, donc pas ou peu de syndrome de résorption, moins de transfusion et d'hémorragie, et ça a diminué la durée d'hospitalisation. Donc, dans tous les cas, en cas de prostate entre 30 et 80 grammes, l'indication de choix, c'est la résection transurétrale de la prostate, qu'elle soit mono ou bipolaire. Sinon, les nouvelles techniques, actuellement, on a vu de plus en plus des nouvelles techniques qui sont en train d'émerger, telles que la vaporisation laser. Elle permet une excellente hémostase et c'est une alternative à la résection transurétrale et elle est principalement préférée en cas de patients sous anticoagulants ou bien des patients comorbides. Et ces résultats, c'est équivalent à la résection transurétrale de la prostate. Sinon, l'énucléation endoscopique, c'est l'OLEP, c'est une énucléation laser au laser holmium. Donc, on va énucléer tout l'adénome
par voie endoscopique et puis on va fondre petit à petit cet adénome en intravésical, mais ça nécessite une courbe d'apprentissage assez élevée et ses limites, c'est surtout le plateau technique qui reste indisponible dans plusieurs centres en Tunisie. Elle est indiquée principalement en cas de prostate au-delà de 80 grammes. Pour le traitement chirurgical maintenant, la voie classique reste la voie qu'on maîtrise tous, c'est l'adénomectomie par voie haute. C'est l'adénomectomie transvésicale. Ces résultats ont été bien démontrés, mais il faut faire attention, c'est pas une prostatectomie, c'est une énucléation de l'adénome uniquement. Donc, comme vous voyez sur ces images, on va aborder la prostate par voie transvésicale. On va introduire notre doigt au niveau de ce plan de clivage entre la capsule prostatique et l'adénome et on va énucléer et on va extraire pour examen anal, bien évidemment. Je redis, c'est pas une prostatectomie, c'est une simple énucléation. Donc, ça va rester un peu de tissu prostatique et la capsule prostatique. Donc, pour les résultats, malgré son efficacité, ça reste une intervention saignante avec un taux de transfusion assez élevé. Et en post-opératoire, ça prolonge la durée d'hospitalisation avec toutes les complications de chirurgie à ciel ouvert. On passe maintenant aux techniques ablatives. Et ici, trois principales techniques, c'est l'aquablation ou bien l'aquabine. C'est une sorte de traitement par jet d'eau. La vapeur d'eau haute pression, c'est le résumé. Actuellement, en Tunisie, ça entre petit à petit dans quelques centres. Et finalement, l'embolisation artérielle prostatique. Pour les techniques non ablatives, la principale alternative, c'est l'urolift, c'est le fait d'implanter un implant latéral maintenant l'urètre prostatique ouvert, mais ça reste une technique pas très efficace avec un taux de retraitement très élevé. Pour les techniques non ablatives, c'est le traitement mécanique en fait. On pourrait mettre une prothèse intraprostatique, chose qui n'est plus faite pratiquement actuellement. Sinon, pour les patients avec un mauvais état général, les patients grabataires, multitarés, non opérés, on peut garder tout simplement une sonde transurétrale à demeure. Dans tous les cas, les techniques ablatives et non ablatives, elles sont indiquées en cas de patients non opérables, non anesthésiables et avec des antécédents cardiovasculaires ou bien sous anticoagulants. Donc finalement, voici l'arsenal thérapeutique ou bien l'algorithme de prise en charge selon l'Association française d'urologie, selon l'Association européenne. Sur le plan suivi et pronostic maintenant, il n'y a pas vraiment de consensus. Ça dépend en fait du traitement envisagé. Et là, je vous rappelle ce tableau. Selon les recommandations de l'Association française d'urologie, dans le suivi, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande de pratiquer des scores symptomatiques et d'évaluer surtout la sexualité. Dans tous les cas, c'est un suivi clinique et ça nécessite aucun examen complémentaire. Donc, je finis finalement par dire que l'HBP, c'est une pathologie fréquente, liée principalement à l'âge. C'est une pathologie bénigne, certes, mais ça peut exposer à des complications graves. Les signes révélateurs ne sont pas spécifiques de l'HBP. C'est pour ça que le diagnostic doit se faire sur un fuseau d'arguments cliniques, anamnésiques et cliniques. Le bilan initial, son objectif, c'est de rapporter les symptômes du bas appareil urinaire à l'HBP. C'est un diagnostic pratiquement clinique à travers le toucher rectal, l'évaluation de la sexualité, l'évaluation des signes urinaires, l'évaluation de résidus post-mictionnés. Les examens complémentaires, on les pratique juste pour évaluer le retentissement ou bien les complications de l'HBP. Et le traitement n'est pas systématique. Il ne faut pas oublier qu'il existe une alternative qui est le watchful waiting à travers des règles hygiéno-diététiques. Et le traitement médical ne fait que déférer la chirurgie, la chirurgie parfois. Donc, mon message clé pour les médecins de première ligne, ils ont en fait un rôle primordial dans la détection des symptômes du bas appareil et les troubles associés. Ils ont un rôle important dans l'évaluation initiale et l'orientation du patient et surtout la gestion des facteurs de risque, le suivi et l'éducation.
Et je vous remercie. Merci, docteur Lahouar, pour cette présentation succincte et exhaustive. Donc, on passe à la question suivante. Quand est-ce qu'il faut faire le diagnostic de cancer de la prostate? Donc, merci, CSL. On va enchaîner rapidement avec un thème que je trouve très intéressant et je suis ravi d'en parler. C'est une occasion d'en parler aujourd'hui parce que, en fait, le cancer de la prostate et le dépistage du cancer de la prostate, ça pose toujours un problème sur le plan pratique, dans notre pratique courante. Donc, le cancer de la prostate, quand est-ce qu'il faut le rechercher? Je vais commencer par dire que le cancer de la prostate dans le monde et dans les pays industrialisés, c'est le premier cancer diagnostiqué chez l'homme. Ça représente la deuxième cause de mortalité par cancer dans ces pays. En Tunisie, c'est le deuxième cancer urologique et il est caractérisé par une grande hétérogénéité évolutive du cancer latent, longtemps latent jusqu'au cancer agressif. Donc, je vous montre cette carte géographique qui montre l'incidence du cancer de la prostate et la prévalence la prévalence du cancer de la prostate dans le monde. Comme vous voyez, cette incidence est assez élevée dans les deux Amériques, en Asie, en Europe et en Australie. Pour la mortalité, ça reste un cancer avec un taux de mortalité élevé, surtout dans le Sud-Afrique, dans l'Amérique latine et dans les pays de l'Europe de l'Est. Si on parle avec quelques chiffres maintenant, il est estimé que d'ici 20 ans, que le cancer de la prostate va doubler et la mortalité va augmenter de 85%. Une évolution majeure est survenue concernant le cancer de la prostate. En fait, dès l'apparition du dépistage, pendant la fin des années 80, début des années 90, on a vu augmenter l'incidence, on a vu l'incidence du cancer de la prostate augmenter d'une façon énorme par rapport aux autres cancers. D'où la question qui se pose, c'est quoi le dépistage et quand le dépistage? Donc, pour le dépistage, selon l'autre autorité de santé française, a bien défini les conditions pour qu'une pathologie ou bien une maladie puisse être dépistable. Ces conditions, je vais les citer rapidement. La maladie doit être détectable. La maladie doit être détectable précocement. Un examen de dépistage adapté doit être disponible. Des traitements efficaces doivent pouvoir être rapidement proposés et mis en œuvre. Les personnes les plus à risque de la maladie doivent être facilement identifiables. Le dépistage doit diminuer la mortalité et le dépistage doit présenter plus d'avantages que d'inconvénients. De même, l'OMS a défini ces conditions, mais en ce qui concerne pour le cancer de la prostate, puisque c'est un cancer, c'est le premier cancer masculin, c'est un cancer potentiellement curable, c'est un cancer avec un taux de mortalité assez élevé, ça pourrait avoir un impact fonctionnel, social et psychologique, et surtout un impact économique énorme. Et là, je vous montre un exemple. Une petite comparaison en matière de coût, lorsqu'on diagnostique un cancer de prostate à un stade localisé. Donc, le patient va vivre plusieurs années. Il est estimé que les dépenses seront aux alentours de 300 000 euros sur 18 ans. Par contre, si on diagnostique un cancer de prostate au stade métastatique ou bien localement avancé, on va dépenser aux alentours de 240 000 euros pendant 2 à 4 ans. De ce fait, on va perdre deux choses. On va perdre beaucoup d'argent et on va perdre surtout notre patient. D'où l'intérêt du dépistage d'ailleurs. Donc, si on voit un peu d'historique, avant l'utilisation de PSA, avant la fin des années 80, on découvrait souvent ce cancer à un stade métastatique. Après l'avènement de l'usage de PSA, il y avait une sorte de politique où on a dépisté tout le monde, on a biopsié tout le monde et on a traité
tout le monde. La conséquence de tout ça, c'était, OK, la baisse de mortalité, mais au prix d'un surdiagnostic et d'un surtraitement qu'on va en parler tout à l'heure. Donc, à partir de 2012, ce groupe de travail américain sur le service de prévention a recommandé d'arrêter le dépistage. La conséquence, c'est quoi? Ils ont remarqué une diminution de détection de cancer de prostate localisé, diminution de cancer de prostate, de détection de traitement du cancer de prostate à faible risque et diminution de détection de cancer de prostate à risque intermédiaire et à haut risque. Il n'y a pas que ça, on a remarqué également une nette augmentation des formes métastatiques. Donc, d'après tout ça, le dépistage, OK, c'est indiqué. Mais quel type de dépistage? Et là, je vous rappelle qu'il existe deux types de dépistage. Tout d'abord, le dépistage organisé ou bien le dépistage en masse qui consiste à rechercher la maladie de façon systématique dans une population asymptomatique. Et puis, le dépistage personnalisé, individuel ou la détection précoce qui consiste à rechercher la maladie chez un patient asymptomatique considéré individuellement. Et là, plusieurs études ont été menées pour répondre à cette question. Et je vous montre les deux principales études, qui est l'étude européenne ERSPC et l'étude PLCO. Ces deux études ont conclu à la réduction, ont conclu au fait que le dépistage du cancer de prostate réduit la mortalité de 30%. Et avec l'augmentation de suivi de ces études, on a observé non seulement la diminution de mortalité, mais également la diminution du nombre de patients à dépister et le nombre de patients à traiter. Initialement, on était à 1410 patients à dépister pour pouvoir prévenir le décès d'un patient. On est arrivé actuellement à 570. Donc, le dosage de PSA et le dépistage, OK, comme on a dit, ça diminue la mortalité, mais à quel prix? En fait, c'est au prix d'un surdiagnostic et d'un surtraitement. C'est quoi le surdiagnostic? Le surdiagnostic, c'est le fait de diagnostiquer un cancer qui n'aurait jamais été détecté durant toute la vie du sujet. Alors, la question qui se pose, pourquoi le diagnostic et qui dit surdiagnostic, dit surtraitement. C'est quoi le surtraitement? C'est le fait d'avoir un traitement d'un cancer qui n'aurait jamais donné de symptômes durant toute la vie du sujet. Alors, pourquoi le traiter? Pourquoi le diagnostiquer? Et ceci, en fait, ça peut s'expliquer par l'évolution naturelle du cancer de la prostate. En effet, le cancer de la prostate commence par une maladie localisée, bien évidemment, et comme il est considéré comme un cancer latent, rapidement, plutôt lentement progressif. Donc, il y a deux alternatives. Soit le patient va mourir de son cancer après plusieurs années, soit il peut mourir d'une autre cause. Et là, je vous montre ces figures c'était une étude de prospective publiée en 2013 qui montre les causes de mortalité chez les patients ayant un cancer de prostate. Et comme vous voyez ici, le cancer de prostate à faible risque, quelle que soit la tranche d'âge, ils ont plus de risques de mourir par une autre cause cardiovasculaire que vous voyez en bleu, ou bien par autre cause, autre que le cancer de prostate qui est en orangé. Donc finalement, si on revient à notre question, le dépistage de cancer de prostate, oui, c'est indiqué, mais c'est pas un dépistage organisé, c'est pas un dépistage en masse, c'est plutôt un dépistage individuel. Donc, comment pourront faire ce dépistage du cancer de prostate? Pour qui? Pour quel patient? Quand est-ce qu'on doit le dépister? Et comment? Donc, on va répondre à ces questions rapidement. Tout d'abord, quel patient dépister? À qui proposer cette détection précoce? En fait, c'est indiqué chez les patients chez lesquels l'incidence de la maladie est significativement élevée et lorsque l'espérance de vie au-delà supérieure à 10 ans. Quand est-ce qu'il faut le détecter? À partir de 50 ans. Et à quel rythme? C'est tous les 2 à 4 ans jusqu'à l'espérance de vie moins de 10 ans.
Cependant, ça c'est pour la population générale, mais chez certains patients qui ont plus de risques d'avoir un cancer de la prostate, tels que les antécédents familiaux de cancer de prostate, la race noire ou bien l'ascendance afro-antillaise, et les personnes chez qui on a diagnostiqué des mutations génétiques, surtout BRCA2 et LOXB13. Ce sont des patients à très haut risque d'avoir un cancer de prostate. C'est pourquoi qu'il faut les dépister beaucoup plus précocement à partir de 40 ans. Bon, il y a quelques différences entre les sociétés savantes, comme l'association américaine recommande à partir de 40 ans, mais l'européenne à partir de 45 ans. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus précoce par rapport à la population générale. Quelles précautions maintenant? Le dépistage de cancer de prostate nécessite l'information du patient. Sur quoi? En fait, on doit informer chaque patient sur les modalités thérapeutiques et les risques de morbidité potentiels liés au traitement. On doit avoir le consentement du patient. On ne peut pas faire le dépistage de dosage de PSA sans consentement. Et bien évidemment, il faut rechercher les antécédents familiaux de cancer ou bien d'une ethnie africaine. Donc, quels sont les moyens à utiliser afin de pouvoir faire ce dépistage? Donc, il y a en fait deux modalités recommandées, qui est le toucher rectal et le dosage de PSA. Et actuellement, ce qui est en train d'être étudié, c'est les biomarqueurs et l'IRM. On va commencer par le toucher rectal. Le toucher rectal, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'HBP, ça nous permet d'examiner la prostate et à la recherche d'un nodule ou bien des signes en faveur de cancer de prostate, mais sa valeur prédictive positive reste faible. Parfois, on se trouve devant des situations où on trouve des nodules prostatiques en faveur de cancer de prostate, mais le taux de PSA reste inférieur à 4 et c'est avéré que ce sont des cancers de prostate assez avancés, mais surtout ce sont des cancers sur le plan histologique, des cancers indifférenciés. Le toucher rectal, malheureusement, ne permet pas d'estimer la densité, mais surtout, son intérêt, c'est qu'il est bien sûr son coût. Et là, on vient au dosage de PSA. Et là, c'est la vraie hantise actuellement en matière de dépistage de prostate, de cancer de prostate. Le PSA, en fait, je vous rappelle que c'est le marqueur tumoral le plus utilisé dans le monde. C'est une protéine, en fait, synthétisée par les cellules prostatiques et il circule dans le sang sous deux formes, soit forme libre, soit forme liée. Mais, chose importante, c'est pas spécifique du cancer, c'est un marqueur qui est spécifique du tissu prostatique et c'est pas spécifique du cancer. D'ailleurs, le taux de PSA peut augmenter en cas de prostatite, infection de la prostate. Ça peut augmenter en cas de geste endoscopique ou bien de biopsie prostatique, par exemple. Ça peut augmenter même en cas de rétention aiguë d'urine. Ça peut augmenter même avec l'augmentation du volume prostatique. En fait, il est estimé qu'un gramme d'adénome sécrète 0,12 de PSA sérique. Sur le plan pratique, je vous donne un exemple. Si on trouve un taux de PSA à 12 nanogrammes chez un patient qui a une prostate de 100 grammes, c'est considéré que c'est normal. Et bien évidemment, le PSA augmente aussi en cas de cancer et avec l'âge aussi. Donc, ce tableau montre très bien la corrélation entre l'âge et le taux de PSA. Et comme vous voyez ici, à partir de 40 ans, le taux de PSA s'élève progressivement. Donc, il faut toujours interpréter le taux de PSA selon l'âge. Sur le plan pratique maintenant, on sait très bien le cutoff de 4 nanogrammes par millilitre. Donc, si le PSA moins de 4 nanogrammes par millilitre, le patient a moins de 2% de risque pour qu'il ait un cancer de prostate. Lorsque le PSA est entre 4 et 10, le patient a 25% de risque qu'il ait un cancer de prostate, dont 98% localisé. Mais si le taux de PSA s'élève au-delà de 10 nanogrammes par millilitre, le patient a plus de 70% de risque d'avoir un cancer de prostate, dont 70% localisé.
Dans tous les cas, le dosage de PSA n'est pas toujours un bon filtre. C'est pourquoi on peut céder parfois au dosage, au rapport du dosage PSA libre sur PSA total. Donc, le cutoff entre 15 et 25, moins de 15%, c'est en faveur du cancer de prostate. Au-delà de 25%, c'est en faveur d'une HBP. Entre les deux, ça reste non concluant. Donc, comment interpréter finalement le PSA? Plusieurs paramètres doivent être pris en compte. Tout d'abord, l'âge, comme on a dit, puisque le PSA augmente avec l'âge. La taille de la prostate également, c'est la densité de PSA, c'est un rapport PSA sur volume prostatique. Et puis, la cinétique du PSA ou bien la vélocité du PSA, c'est la cinétique en fait de l'ascension de taux de PSA. Il y a une question qui se pose très souvent. Est-ce qu'on doit refaire le PSA, oui ou non? En fait, plusieurs études disent qu'il faut refaire le taux de PSA, surtout lorsqu'on trouve un taux de PSA élevé. On ne se contente pas d'un seul prélèvement. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs fluctuations qui sont en rapport avec une pathologie bénigne sous-jacente. Et maintenant, quand est-ce qu'on doit arrêter le dépistage du cancer de prostate? Ça dépend en fait du taux de PSA et ça dépend de l'âge. Si le PSA a moins de 1 nanogramme par millilitre à l'âge de 60 ans, là, on doit s'arrêter. Si le taux de PSA supérieur à 2 nanogrammes par millilitre à l'âge de 60 ans, on doit poursuivre le dépistage. Mais si le taux de PSA entre 1 et 2, il faut également arrêter le dépistage. On passe maintenant aux biomarqueurs. En fait, ça reste toujours un sujet de débat, un sujet de controverse. Plusieurs biomarqueurs ont été utilisés, que ce soit des biomarqueurs sériques, ou bien urinaires, ou bien tissulaires, mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun biomarqueur recommandé. Concernant le calculateur de risque, plusieurs nomogrammes ont été établis afin de prévoir afin de prévoir le risque de cancer de prostate. Et les principaux facteurs sont l'âge, le PSA libre sur PSA total, le toucher rectal et les biopsies, mais ça reste toujours un sujet de controverse. Qu'en est-il de l'IRM maintenant? Récemment, plusieurs études se sont intéressées à l'utilisation de l'IRM dans le dépistage afin de diminuer le taux de surdiagnostic et de surtraitement. Cette étude récente de Fazquez et al. Publiée en 2024 a montré que l'IRM permet de détecter un cancer de prostate évolutif. Ça permet de réduire le cancer de prostate surdiagnostiqué et ça va par conséquence réduire le taux de biopsie prostatique abusive. Beaucoup plus récemment, plusieurs études se sont intéressées à la relecture des IRM et même l'instauration et l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'interprétation et l'analyse de ces IRM, ce qui va améliorer l'efficacité et la fiabilité de l'IRM en matière de dépistage prostatique. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, aucune donnée n'est en faveur de l'utilisation de l'IRM pour le dépistage. Ça reste surtout dans le cadre du diagnostic. Et je finis rapidement par cet algorithme qui a été établi par Van Poppel et al. En 2022, qui montre quand est-ce que on fait le PSA et à quel rythme et quand est-ce qu'il faut arrêter le dosage de PSA. Donc, comme conclusion, je finis maintenant par dire que pas de place en matière de cancer de prostate, pas de place de dépistage en masse. C'est plutôt une détection précoce, beaucoup plus qu'un dépistage organisé. Le but, c'est de diagnostiquer et détecter les formes agressives tout en évitant les cancers indolents et latents. Le PSA seul ne doit plus utiliser. Il faut bien informer et avoir le consentement du patient avant tout dépistage. Comment se fait le dépistage? C'est par le dosage de PSA et le toucher rectal et pourquoi pas les calculateurs de risque et l'IRM qui sont toujours des modalités en cours d'évaluation. Mon dernier message, c'est, s'il vous plaît, il faut peser l'indication du dosage de PSA
comme vous voyez, c'est pas un dépistage en masse, c'est plutôt une détection précoce. Donc, on doit savoir à quel patient prescrire le dosage de PSA. Et je vous remercie.